8h13 sur Europe 1, votre invitée Sonia Mabrouk ce matin est candidate à l'élection présidentielle. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous dites vouloir être la présidente des libertés françaises. Pourquoi ? La France est-elle une démocrature à vos yeux ? Il y a incontestable, je n'irai pas jusque-là bien sûr, mais il y a un problème démocratique en France et ça fait quand même déjà un certain nombre d'années. Il y a un problème démocratique d'abord parce que l'Assemblée nationale, qui est censée être l'instance représentative qui vote la loi, n'est pas représentative en réalité des différents courants et du poids de ces différents courants en France. Il y a un problème démocratique qui s'est symbolisé dans le référendum de 2005 où les Français disent non à la Constitution et l'Assemblée nationale, grâce à une majorité de députés, impose, contre la volonté du peuple français, un texte qui régit évidemment les grands choix, mais aussi la vie quotidienne. Oui, je crois que la France a besoin de plus de démocratie. Plus de démocratie, ça veut dire la proportionnelle, ça veut dire des référendums sur des grands sujets, ça veut dire le référendum d'initiative populaire, c'est la possibilité pour 500 000 personnes de susciter eux-mêmes un référendum. Tout cela est absolument nécessaire et puis surtout, il faut que on respecte la volonté qui est exprimée parce que ça sert à rien de demander l'avis des gens si après on ne respecte pas cet avis. Et l'un des symboles, Marine Le Pen, de ces atteintes aux libertés en France, c'est selon vous le pass sanitaire. Vous dénoncez une atteinte disproportionnée à la liberté, mais pour certains, vous arrivez après la bataille. C'est de la récupération politique. Non, je crois n'avoir jamais changé d'avis sur ce sujet. J'ai toujours été contre le pass sanitaire. J'ai voté contre le pass sanitaire à l'Assemblée nationale et à chaque fois qu'on m'a interrogé sur ce sujet, j'ai exprimé le fait que cette mesure m'apparaissait disproportionnée. Cette mesure et toutes celles qui en sont les conséquences aussi, c'est-à-dire l'interdiction d'exercer pour les soignants qui ne seraient pas vaccinés. On se retrouve aujourd'hui dans une situation insensée où d'ailleurs en Outre-mer, on finit par ne pas appliquer cette décision parce qu'on voit bien que elle est inapplicable, elle vise à priver de médecins, à priver de personnel soignant on entend votre des territoires entiers et donc à nuire à la santé des Français. Lors du premier vote sur le pass sanitaire en mai dernier, pas un député Rassemblement National était présent pour s'offusquer comme vous le faites ce matin avec beaucoup de vivacité de cette atteinte intolérable à la liberté. Non, c'est faux. Nous avons encore une fois voté contre le pass sanitaire. Lors du premier vote, il n'y a pas de discussion. Rassemblement National. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Non, oui, peut-être un vote arrivé à 5h du matin comme d'habitude, comme le gouvernement, comme le gouvernement sait le faire. Mais en l'occurrence, vous voyez, moi j'ai passé 2 nuits à l'Assemblée nationale, 2 jours et 2 nuits pour le pass sanitaire, dont une nuit blanche totalement, précisément pour défendre les positions qui sont les nôtres et s'opposer à ce pass sanitaire. J'ai fait mon travail de député, j'ai fait mon travail de responsable politique. Je dis que lors du premier vote, il n'y avait pas un député à Rassemblement National, mais contre l'extension, vous étiez présente, vous l'avez rappelé. Mais pas lors du premier vote. Oui, madame, je vous dis, ça a dû arriver à 4h du matin. Ce sont des choses qui arrivent. Nous ne sommes que 5 ou 6. Nous sommes que 6. Voilà, je tiens à le rappeler. Et ça rejoint, si vous le permettez, ma première intervention sur la nécessité de la proportionnelle et la nécessité que, à l'Assemblée nationale, un mouvement comme le Rassemblement national, qui est le premier mouvement en France, puisse avoir une représentativité nécessaire pour pouvoir être présent 24 heures sur 24 sur l'intégralité des textes. Alors, autre symbole d'atteinte grave aux libertés, vous en avez parlé lors de votre discours à Fréjus, ce sont les atteintes faites aux femmes, avec notamment le harcèlement de rue à connotation sexuelle. Est-ce que vous proposez d'en faire un délit aujourd'hui ? Oui. Je propose d'en faire un délit. Je considère que ce ne sont pas des faits divers, c'est un signal que la société doit prendre très au sérieux. Et non seulement je considère qu'il faut en faire un délit, je pense qu'il faut qu'il y ait une circonstance aggravante s'il est commis en réunion, c'est-à-dire à plusieurs, ce qui est souvent le cas. Et surtout, la proposition que je fais, c'est lorsqu'une condamnation intervient, que l'auteur ou les auteurs soient inscrits au fichier des criminels et délinquants sexuels, comme d'ailleurs ceux qui publiquement sur les réseaux sociaux font l'apologie des crimes ou des délits sexuels, parce que ça permettra de suivre ces personnes. Je pense que quand on fait l'apologie d'un crime ou d'un délit de ce type, alors on peut passer à l'acte, exactement d'ailleurs comme sont inscrits au fichier au FSPRT ceux qui font l'apologie du terrorisme. Mais la loi propose déjà un délit d'outrage sexiste. C'est une infraction, l'interdiction du harcèlement de rue est dans le code pénal. Oui, mais c'est une contravention.
Mais vous savez qu'il y a une gradation des plus c'est grave, plus il peut y avoir une peine. C'est-à-dire, est-ce que vous ne confondez pas, Madame Le Pen, l'outrage sexiste qui est puni d'amende et l'agression sexuelle? S'il y a une agression sexuelle dans la rue. Sexiste. Vous savez, j'étais un petit peu avocate dans une autre vie, et par conséquent, je sais très bien de quoi je vous parle, de l'outrage sexiste. Donc, pour qu'on soit bien d'accord, il peut y avoir une peine de prison pour un outrage sexiste. Oui, je considère que, encore une fois, les agressions qui sont, y compris verbales, dont sont victimes les jeunes filles et les femmes en France, sont dramatiques. Moi, je n'admets pas l'idée que des jeunes filles ne puissent pas faire 500 mètres dans une rue sans être insultées avec des insultes à caractère sexiste. Ça crée un sentiment d'angoisse profond chez les jeunes filles et chez les jeunes filles et les femmes en France. Dans les tribunaux, comment ça va se passer? J'espère bien. Mais vous savez, moi, je crois beaucoup au caractère dissuasif de la peine. Et je pense que si précisément ces actes deviennent des délits et s'ils entraînent l'inscription sur le fichier des criminels et délinquants sexuels, ceci aura un effet dissuasif pour tous ceux qui auraient envie de continuer à persécuter les jeunes filles et les femmes dans les rues de France. On vous entend ce matin, vous êtes engagé sur ce sujet, mais avez-vous voté la loi d'août 2018 dite Schiappa, qui justement a fait entrer dans le code pénal le harcèlement de rue? Mais encore une fois, madame, je crois qu'une contravention, c'est comme si on ne votait rien. Donc vous n'avez pas voté? Je pense que, pour une raison simple, Madame Mabrouk, c'est qu'en réalité, tout ce qui relève de la contravention dans notre pays, les contraventions ne sont pas payées. C'est exactement comme si on ne faisait rien. Et pour aussi une raison simple, c'est que beaucoup d'huissiers n'ont même plus envie d'aller dans un certain nombre d'endroits pour aller récupérer le montant de ces contraventions, tellement ils ont peur. Vous la trouvez insuffisante, mais cette loi, ça a été, même si elle est insuffisante, ça a été l'une des premières quand même à verbaliser, à punir ainsi le harcèlement de rue. Les mots et l'objectif peuvent être une bonne chose, mais il faut que ce soit utile, efficace et applicable. Sinon, ça ne sert à rien. Ça reste de la gesticulation politique. Et moi, je pense que les femmes et les jeunes filles de France attendent quelque chose d'utile, d'efficace et d'applicable. Plus largement, sur le plan de la sécurité, Marine Le Pen, Emmanuel Macron sera à Roubaix tout à l'heure. Pour clore le Beauvau de la sécurité, le président veut montrer qu'il est solide sur le plan régalien, tout comme son ministre de l'Intérieur qui, après les affrontements à Val-de-Reuil, a engagé la dissolution de la Ligue de défense noire-africaine. Est-ce que ce sont autant pour vous de signes d'autorité de l'exécutif ? De ce que je sais, le président de la République va annoncer en réalité un renforcement du contrôle des policiers. L'information Europe 1, par les parlementaires. Non, mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que en réalité, à chaque fois qu'il va sur le terrain de la sécurité, c'est pour taper sur la tête des policiers. Moi, j'aimerais bien qu'ils se mettent un peu à taper sur la tête des délinquants et des criminels. Ça pourrait être une forme de nouveauté. C'est surtout beaucoup plus efficace pour lutter contre l'insécurité. Donc, il a vraiment un biais, le président, qui est un biais de suspicion à l'égard de la police nationale, d'a priori négatif à l'égard de la police nationale. Il l'a démontré à plusieurs reprises. Il a parlé lui-même comme président de la République des violences policières. Je ne dis pas que il n'y a pas quelques individus parfois très contrôlés d'ailleurs déjà, hein, qui sont extrêmement contrôlés. C'est probablement le corps le plus contrôlé. Mais quand vous dites suspicion par rapport, ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'est pas un défenseur, je veux dire tout à fait naturel de la police républicaine dans notre pays? Bon, vous savez, il y a en France, selon les mouvements politiques, soit une confiance dans la police, soit une suspicion à l'égard de la police. Vous le classez dans les mouvements de gauche, par exemple, on l'a encore vu à la fête de l'Humanité, où une foule entière hurle sa haine de la police, eh bien, ont une forte suspicion à l'égard de la police. Et je crois qu'Emmanuel Macron se met dans ce biais-là. Ça n'est pas le mien, encore une fois. Non seulement j'ai confiance dans la police, mais je suis même pour mettre en place une présomption de légitime défense pour les policiers, parce qu'il faut les réarmer moralement. Tout ce qui est fait aujourd'hui par Emmanuel Macron vise à les désarmer moralement. C'est aussi grave, si je puis me permettre, que de les désarmer matériellement. Mais Marine Le Pen, vous êtes parlementaire. En quoi ce nouvel outil de contrôle des forces de l'ordre par des députés comme vous, par des sénateurs, serait vu comme quelque chose, une attaque contre les forces de l'ordre? C'est un garde-fou supplémentaire. Mais en quoi est-il utile? C'est ça la vraie question. En quoi est-il utile par rapport à ce qui existe déjà et qui est encore une fois un des contrôles les plus importants sur un corps de fonctionnaires?
La liberté que vous voulez défendre, c'est important qu'on continue de décliner sur ce sujet, c'est aussi la souveraineté des Français. Souveraineté, Madame Le Pen, par rapport aux textes et juridictions européennes. Et selon vous, une modification de la Constitution suffirait à prendre le dessus sur les textes européens ? Oui, moi, si vous voulez, nous avons réfléchi sur le plan juridique et en réalité, le problème principal, c'est le problème de l'immigration. C'est sur ce sujet de l'immigration que les jurisprudences, bien souvent d'ailleurs plus que les textes internationaux, les jurisprudences parfois abusives, ont privé les Français de la possibilité et les pouvoirs publics de la possibilité d'agir dans ce domaine. Donc, sans renier notre signature, ce qui reviendrait à renier, pour le coup, l'état de droit, c'est-à-dire les droits auxquels les Français aspirent, eh bien, il faut pouvoir, dans le domaine de l'immigration, prendre des décisions constitutionnelles qui seront supérieures dans leur application Expliquez-nous cette à la jurisprudence Madame internationale. Vous êtes avocate, vous connaissez le principe de conventionnalité et de la hiérarchie des normes. Dès lors qu'elle a été ratifiée par les deux assemblées, une convention européenne s'impose sur la Constitution, même si vous la changez. Vous savez mieux que moi. Oui, mais si ce n'est qu'encore une fois, ce sont les jurisprudences qui nous posent des difficultés, ce sont des règlements qui nous posent des difficultés. Vous savez que dans la Constitution, est-ce que vous savez que dans la Constitution, il y a quasiment rien... Pardon, excusez-moi, c'est important. Est-ce que vous savez que dans la Constitution, il y a quasiment rien sur la nationalité? Il y a quasiment rien sur le statut des étrangers. Je pense qu'il faut combler cette lacune. Et c'est parce qu'il n'y a rien dans la Constitution, Madame Mabrouk, que précisément les jurisprudences ont tendance à devenir abusives et contraires, je crois, à la volonté des Français. Donc il faut réintégrer dans la Constitution la volonté des Français en matière de maîtrise de l'immigration, en matière de nationalité, les critères mais tant que pour l'obtenir. Et dans l'Union européenne, et c'est inscrit noir sur blanc dans la Constitution, c'est l'article 81-1. Ce que vous promettez, Madame Le Pen, ne marche pas, car la Convention européenne, Madame sur place, vous vous trompez sur ce sujet. Je vous le dis vraiment avec beaucoup de tranquillité et beaucoup de fermeté, de certitude. Vous l'affirmez ce matin. Vous vous trompez sur ce sujet. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a pas loin de nous une constitution, par exemple, qui met en œuvre la priorité nationale. Même si elle n'est pas nationale sur ce sujet, c'est la constitution monégasque. La constitution monégasque, elle dit quoi? Elle dit les étrangers ont évidemment accès à la défense de tous leurs droits privés et publics, sauf on confond traité et convention, là, c'est pas la même chose. Sauf ceux qui sont réservés aux nationaux. Eh bien, c'est exactement en substance ce que nous allons mettre dans la Constitution française et qui va permettre, encore une fois, aux Français de reprendre Madame Le Pen, la maîtrise entre de l'immigration. traité et convention, ce n'est pas la même chose. Mais Madame Mabrouk, je vous le dis, je vous le redis gentiment, vous vous trompez. Donc nous aurons très certainement ce débat avec des juristes, mais je peux vous affirmer... Vous l'avez déjà eu, je peux vous affirmer qu'à compter du moment où nous aurons fait voter ce référendum, dont une partie sera constitutionnelle sur l'immigration, que je soumettrai dès que je serai élue présidente de la République, ça ne fera pas disparaître les textes internationaux qui sont contraires, mais ça les rendra inapplicable en droit interne français. Alors, la liberté que vous défendez, Madame Le Pen, est-ce que c'est celle aussi de la liberté d'expression? Éric Zemmour, privé d'antenne sur CNews, alors qu'il n'est pas encore candidat, est-ce que c'est un coup de canif à la liberté d'expression et au pluralisme que vous chérissez, je suppose? Non, je chéris évidemment le pluralisme, je défends évidemment la liberté d'expression, mais je crois qu'on a dit un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet. La question n'est pas est-ce qu'Éric Zemmour a le droit de parler, d'ailleurs je crois qu'il parle beaucoup, sur beaucoup d'antennes, et on s'en réjouit bien sûr. La question c'est le statut de candidat ou de non-candidat, qui fait que... Et où vous le situez ? Bien écoutez, ça chacun peut avoir son opinion, mais la vôtre nous intéresse ce matin. Mais je pense que lorsqu'on imprime et que l'on colle des affiches Zemmour président et que l'on recherche des parrainages à l'élection présidentielle, alors on est candidat, ce qui est une bonne chose. Mais voyez, une bonne chose qu'il soit candidat? Non, mais c'est une bonne chose s'il le souhaite. Mais si vous voulez, on ne peut pas être en même temps candidat et en même temps chroniqueur, parce que ça rompt une forme d'équilibre qui est aussi un gage de démocratie et qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer aussi en fonction du poids
qu'il représente. Eh bien, sur ce sujet et d'autres, on va continuer à en parler. Marine Le Pen, vous restez avec nous. On poursuit notre entretien dans quelques instants. C'est le nouveau dispositif présidentiel avec vous et bien sûr tous les candidats. Je serai bien entourée avec vous, Dimitri, et Mathieu Bock-Côté. Qui va nous rejoindre dans un instant, effectivement. Allez, petite pause. Dans un instant, le journal permanent et reprise du grand entretien avec Marine Le Pen. À tout de suite. Europe Matin. Notre raison d'être, notre raison d'agir. Nous, groupe Matmut, révélons aujourd'hui notre raison d'être. Fruit d'un travail collectif mené avec nos sociétaires, délégués et collaborateurs. 135 500 personnes y ont contribué à l'occasion d'une grande consultation ayant confirmé la pertinence du modèle mutualiste dans un monde en forte transformation. Cette raison d'être guidera notre action et nos engagements dans l'exercice de notre métier d'assureur au service de nos 4 millions de sociétaires. Nous assurons, nous accompagnons, nous protégeons, nous nous engageons. C'est notre raison d'agir au quotidien pour aider chacun à construire et rêver demain. Découvrez notre film manifeste qui témoigne de nos engagements sur matmut.fr. Ford. Imaginez-vous au volant du Ford Kuga hybride. Imaginez la puissance et le silence au bout des doigts. Imaginez la sensation d'une expérience de conduite inédite. Imaginez un plaisir et une mobilité sans limite. Imaginez l'électrique, c'est bien, mais l'essayer, c'est encore mieux. Pendant les Ford Power Days, profitez de nos offres avec encore plus d'avantages pour passer à l'hybride. Ford. Portes ouvertes ce week-end, Power Days signifie journée énergisante. Commerçants, taxis, indépendants, choisissez la simplicité. En passant au lecteur de carte bancaire SumUp à partir de 29 € seulement, sans frais mensuels. Et pour réaliser des ventes en toutes circonstances, les solutions de paiement à distance sont incluses. Rendez-vous sur sumup.fr. Non mais t'as vu comment je suis habillé? On rentrera pas, c'est sûr. Certains clubs ont un dress code. Chez Nexity, pas besoin de porter un costume 3 pièces pour rentrer dans le club des investisseurs. Grâce à l'offre objectif propriétaire de Nexity, collectez 1 000 € auprès de vos proches avec la cagnotte immobilière et Nexity vous offre 1 000 € supplémentaires. Et jusqu'au 31 octobre, profitez des frais de notaire offerts. Offre valable en cas de signature d'un contrat de réservation entre le 6 septembre et le 31 octobre 2021 portant sur un bien immobilier neuf. Retrouvez les programmes éligibles et les conditions sur nexity.fr. Aldi est le numéro 1 de la satisfaction client 2021. Et vous, qu'est-ce qui vous rend addict? Je vais souvent sur le site Aldi. Ce sont les jours terriblement addicts chez Aldi. Une raison de plus pour aller sur aldi.fr et participer à notre jeu concours. Jusqu'au 3 octobre, tentez de remporter l'un de nos lots qui vous rendra terriblement addict. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Étude Wisville 2021, catégorie distribution alimentaire. Plus d'informations et règlements sur aldi.fr. 6h30, 9h. Europe Matin. Le rappel de l'actualité, c'est le journal permanent sur Europe 1. Direction Roubaix aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Le président clôture ce mardi le Beauvau de la sécurité. Il va annoncer la création d'une nouvelle délégation parlementaire chargée de contrôler les policiers. C'est une information Europe 1. L'Élysée promet de son côté des changements radicaux. L'enquête pour viol visant Gérald Darmanin s'oriente vers un non-lieu. Le ministre de l'Intérieur n'a pas été mis en examen et la juge d'instruction a prononcé au début du mois la fin des investigations. L'obligation vaccinale des soignants entre en vigueur dans moins de 16 heures. Des mobilisations sont organisées aujourd'hui pour dénoncer cette mesure. La Banque de France, plus optimiste que le gouvernement, elle table sur une croissance à 6,3% pour 2021, plus que les 6,25% prévus par l'INSEE la semaine dernière. Un mot de la météo avec une journée assez pluvieuse sur l'ensemble du pays, notamment au sud, puisque l'Hérault et le Gard sont placés ce matin en vigilance orange, pluie, inondation et orage. Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Il est 8h32 sur Europe 1. Marine Le Pen est l'invité exceptionnel d'Europe Matin. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint pour poursuivre cet entretien. Mathieu Bock-Côté, je vous cède la première question à Marine Le Pen, que vous souhaitiez interroger sur de nombreux sujets, notamment Éric Zemmour, vous souhaitiez revenir. Si vous me permettez juste une petite rectification, puisque nous avons vérifié pendant la pause, le premier pass sanitaire, nous avons bien voté contre. Les deux députés du Rassemblement national qui étaient présents dans l'hémicycle se sont évidemment opposés au pass sanitaire. Monsieur Bock-Côté, je suis à vous, si je puis me permettre. Marine Le Pen, Éric Zemmour, puisque son nom a été évoqué, affirme et répète que la question de l'immigration est la question la plus importante, la question centrale, celle qui déclasse à certains égards
toutes les autres dans le cadre de cette élection et même pour l'avenir de la France. Est-ce que vous partagez ce constat comme quoi la question de l'immigration est la plus importante parmi toutes? Jamais je ne pensais qu'un jour on me poserait cette question-là. Et pourtant vous savez, je préside un mouvement depuis 10 ans maintenant, mais ce mouvement a 50 ans. La première campagne qui a été faite par ce mouvement il y a 50 ans, c'était précisément de dire aux Français, attention, la manière dont est utilisée l'immigration va entraîner le chaos dans notre pays. Et nous n'avons eu de cesse, depuis 50 ans, d'alerter les Français sur ce sujet. Nous avons été beaucoup combattus pour l'avoir fait. Nous avons été traînés parfois dans la boue. Nous avons été accusés de choses éminemment diffamatoires et désagréables pour l'avoir fait. Par conséquent, oui, bien sûr, l'immigration est une problématique majeure dans notre pays. Mais plus largement, si vous voulez, et on en parlera peut-être tout à l'heure, quand j'ai dit nous sommes confrontés à un choix de civilisation en 2022, le choix sera un choix de civilisation. L'immigration est un des éléments, mais pas le seul. Une problématique majeure parmi d'autres. Donc, cela dit, Éric Zemmour, pour le nommer une autre fois, vous propose un débat parce qu'il conteste justement votre diagnostic en affirmant quant à lui que ce n'est pas une problématique majeure, mais c'est la question fondamentale sur laquelle se joue l'avenir et l'existence même du peuple français. Il vous propose un débat pour en parler publiquement, pour confronter vos visions parce qu'apparemment elles ne se recoupent pas. Accepteriez-vous de débattre avec lui bientôt et sinon pourquoi? Mais je débattrai avec Éric Zemmour lorsque il indiquera qu'il sera candidat à la présidentielle. Nous débattrons d'ailleurs avec tous ceux qui auront les 500 parrainages et qui seront candidats à cette présidentielle. Pour l'instant, Éric Zemmour est un candidat virtuel, même s'il en a la volonté. Et par conséquent, ça n'est pas le moment. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent chez Éric Zemmour? Dans son livre, il met en avant, par exemple, le lieu où la famille Mohamed Merah a voulu l'enterrer et le lieu où ont été enterrés les enfants victimes de Mohamed Merah. Est-ce que ça vous choque? Oui, il y a des choses qui me choquent, mais parce que je défends la liberté d'expression, je défends la liberté précisément d'exprimer des propos qui heurtent, qui choquent, comme l'a d'ailleurs défini la Convention européenne des droits de l'homme. Mais oui, pour répondre à votre question, évidemment, ce propos me choque, d'autant que nous savons très bien pourquoi ces enterrements ont eu lieu en Israël, comme nous savons pourquoi Ilan Halimi a été enterré en Israël. C'est parce que les familles craignaient, et elles avaient raison d'ailleurs, que les tombes soient profanées. Je vous rappelle que la stèle Ilan Halimi a déjà été profanée à plusieurs reprises. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la mutation démographique de la France, de la multiplication de zones de concentration ethnique très marquées, de la partition du territoire. On parle des séparatismes. On a aussi vu à Marseille la multiplication de quartiers où il y a des zones de non-droit qui se multiplient, où il y a des checkpoints, où l'autorité de l'État est contestée. Est-ce que la reconquête de ce qu'on a appelé des territoires perdus de la République peut s'opérer sans violence? Est-ce qu'en dernière instance, il y aura un choc dans la reconquête de ces territoires? Je suis convaincu qu'elles peuvent s'exercer sans violence. Et je souhaite qu'elles le soient. Évidemment. Voilà, mais nous ne reculerons pas devant les provocations, si vous voulez. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où la loi est exprimée, où la volonté politique est exprimée très clairement, eh bien, ceux qui aujourd'hui créent la perturbation, créent le chaos, cesseront de le faire. J'en suis absolument convaincu. Pour peu que, encore une fois, l'on donne les moyens à nos forces de l'ordre de pouvoir rétablir l'ordre dans ces quartiers. Je ne crois pas du tout, pour tout vous dire, puisqu'on va aller au bout de votre pensée, je le crois, je ne crois pas du tout que la guerre civile est inéluctable, comme le disent certains. Je ne le pense pas du tout. Et tout l'objectif de ma candidature, c'est précisément d'éviter que la situation ne s'aggrave en prenant des décisions en même temps fermes et rapides. Donc il n'y aura pas d'épreuve de force dans certains quartiers, dans certains lieux. Dans cet esprit, cela dit, une deuxième question, en fait, mais qui est dans cet esprit véritablement. Bernard-Henri Lévy, que nous recevions il y a quelques jours, dit ce qui distingue aujourd'hui la France, c'est la France généreuse, et de l'autre côté la France ouverte, et de l'autre côté la France haineuse et du repli. Et vous affirmez de votre côté, dans le Figaro il y a quelques jours aussi, il y a ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. Est-ce que cette manière de se représenter le débat
politique. C'est-à-dire, d'un côté, nous croyons à la France, vous n'y croyez pas. De l'autre, vous êtes la haine, nous sommes l'ouverture. Est-ce que chacun ne s'enferme pas dans un amour de la France? Il réclame le monopole sur l'amour de la France. Est-ce que c'est pas une psychologie de guerre civile que d'exclure l'autre camp de l'amour de la France et de la croyance à la France? Non, mais ça n'est pas du tout ce que je fais, si vous voulez. D'abord, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a d'amour que de preuves qu'on en donne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nos dirigeants n'ont pas apporté beaucoup de preuves de l'amour qu'ils portent à la France. Mais quand je dis qu'il y a ceux qui ne croient plus en la France, certains peuvent l'aimer et ne plus y croire. Et peut-on croire qu'en réalité, l'avenir de la France passera par des instances supranationales, passera par l'effacement de son identité, passera par l'effacement de ses frontières, passera par cette ouverture dont parle BHL, mais qui est une ouverture qui entraîne la disparition. Donc aimer la France et prendre le risque de la voir disparaître est tout de même assez contradictoire. Une dernière question avant de passer la parole à Dimitri Pavlenko. Une question toute historique tout simplement. Parmi les hommes politiques relativement récents dans l'histoire de France, donc pas Jeanne d'Arc nécessairement, pas Clovis, y en a-t-il un ou une que vous admiriez particulièrement, une figure relativement contemporaine que vous admiriez parmi les grands hommes politiques des 50 dernières années en France? Écoutez, encore une fois, vous savez que j'ai eu souvent l'occasion de dire ce que je pensais du général de Gaulle, de dire je suis gaullienne et pas gaulliste. Mais il est sûr qu'il a structuré, si vous voulez, notre République. Il a structuré l'idée que la France devait être une nation et rester une nation souveraine et indépendante. Il a défini les relations internationales que devait poursuivre la France, en disant la France n'a pas d'alliés permanents ou d'amis permanents, elle n'a que des intérêts permanents, en reprenant d'ailleurs le propos de Lord Palmerston. Mais donc, si vous voulez, j'ai la même vision de ce que doit être la France que celle qui a été exprimée par le général de Gaulle, même si encore une fois je ne partage pas tout de son aventure politique, puisque vous le savez, il reste l'écueil de la manière dont les harkis pendant la guerre d'Algérie ont été traités par son pouvoir. Marine Le Pen, changeons un petit peu de terrain dans le registre économique. Votre programme, vos propositions ont un peu bougé, on l'a vu ces 6 derniers mois. Vous considérez qu'une dette, ça se rembourse, la dette Covid devrait être remboursée? Je n'ai jamais dit l'inverse, jamais. Oui. Enfin, vous dites pas d'austérité budgétaire. Non. Et il y a cette interrogation sur cette idée que vous avez défendue depuis plusieurs années, le retour à la retraite à 60 ans. Très concrètement, est-ce que vous maintenez aujourd'hui cette proposition, Marine Le Pen? Oui, je maintiendrai le retour à la retraite à 60 ans. Avec 40 annuités. C'est marrant parce que jamais on ne va au bout. Quand on m'interroge sur la retraite à 60 ans, on ne dit jamais avec la condition des 40 annuités. Et c'est pourtant absolument essentiel parce que la retraite à 60 ans, ça ne veut, si je puis me permettre, rien dire si on n'appuie pas cet âge sur 40 annuités. Donc si à 60 ans on n'a pas ces 40 annuités, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on continue à travailler jusqu'à ce qu'on ait ces 40 annuités. Et c'est bien le problème d'ailleurs. Parce que si on met la retraite à 65 ans, alors à ce moment-là, on arrivera à des gens qui continueront à travailler à 70, 72, 75 ans, voire. Est-ce que c'est raisonnable ? Ou 77, est-ce que c'est raisonnable? La réponse est non. Si vous voulez, je crois qu'il est raisonnable aujourd'hui, au moment où la majorité des jeunes, enfin la moyenne des jeunes entre sur le marché du travail à 24 ou 25 ans, ont leur premier emploi réel à 24-25 ans, de limiter, encore une fois, l'âge de départ à la retraite à 60 ans, pour peu que l'on ait 40 annuités. Donc dans votre schéma, quelqu'un qui commencerait sa carrière à 25 ans sans discontinuité partirait à 65 ans. Oui, mais vous savez pourquoi? Parce que quand on part en général à 25 ans, c'est qu'on a fait des études supérieures et que donc on n'a pas porté des pierres, si vous voulez, et qu'il est assez naturel d'imaginer que celui qui a porté des pierres toute sa vie ou qui a été plâtrier, eh bien, a plus besoin de partir à la retraite à 60 ans que quelqu'un qui est avocat ou comptable. Et qui, lui, parce qu'il a fait des études, effectivement, pourrait partir un peu plus tard à la retraite. Vous proposez également de renationaliser les autoroutes mises en concession depuis 2006. Bruno Le Maire estime que casser ces contrats coûterait 40 milliards d'euros. Comment financez-vous cela, Marine Le Pen? Mais en réalité, ça va coûter, en argent déboursé, 5 milliards d'euros, puisque ces entreprises ont 35 milliards de dettes. Hein. Bon, donc ça ne coûtera pas, on ne sera pas obligé de sortir du budget 40
40 milliards. Mais surtout, ce sont des activités extrêmement rentables. Or, les péages ont augmenté de plus de 20% en 10 ans. Donc, voilà des biens qui appartiennent aux Français. Ils en ont financé la construction. On les a vendus pour un prix dérisoire au moment... Pas vendu, mise en concession. Oui, d'accord. Enfin, c'est une délégation de service public. D'accord, ok. On les a mises en concession vous tenez à la précision, pour une somme dérisoire, 14,8 milliards, alors même qu'ils étaient finis d'être payés, c'est-à-dire au moment où ils devenaient rentables. Ils ont une rentabilité de 20 à 24%, ce qui est absolument considérable. Et le fruit de cette rentabilité, eh bien, on en a privé les Français. Et de surcroît, on fait augmenter les péages dans des proportions qui sont aujourd'hui inadmissibles parce qu'elles pèsent sur le pouvoir d'achat des Français. Donc oui, je crois que nationaliser les concessions d'autoroutes est une bonne chose, et parallèlement, parce que je crois qu'il y a un équilibre aussi dans les mesures, je suis, vous le savez, pour la privatisation du secteur public de l'audiovisuel, parce que là encore, le pouvoir d'achat va pouvoir augmenter pour les Français puisqu'ils n'auront plus à payer la redevance télévision, mais surtout parce qu'on est une grande démocratie et on n'a pas besoin, à part un audiovisuel pour l'outre-mer et un audiovisuel pour que la voix de la France dans le monde continue à porter, on n'a pas besoin d'avoir un service public de l'audiovisuel aussi important. Madame Le Pen, comme vous êtes attachée à la précision comme nous et que vous m'avez interpellé sur le nombre de députés RN présents, je vous confirme que lors du 11 mai 2021, je faisais référence à ce vote en première lecture sur le pass sanitaire. Il n'y avait pas de députés RN, mais à votre décharge, le vote du 25 mai 2021, Monsieur Chenu et Monsieur Bild étaient présents. Voilà pour la précision, mais nous ne sommes pas dans les comptes. Je voulais simplement vous interpeller sur la position de vos députés. Cet échange démontre un petit peu la vacuité de ce type de débat. Il montre la précision des faits quand il y a des faits par rapport aux paroles. Dernière question très concrète, Marine Le Pen, c'est aussi une question d'actualité. On voit que les tentatives de la traversée de la Manche depuis la France vers le Royaume-Uni par des clandestins sont en forte augmentation. Les Britanniques nous le reprochent, menacent de couper les subventions prévues dans le cadre de l'accord du Touquet signé en 2003. Qu'est-ce que vous répondriez aujourd'hui à Boris Johnson si vous étiez à la tête de l'État ? Je lui répondrais que je vais moi-même maîtriser à nouveau les frontières françaises et que donc le problème de Calais sera un problème du passé. Voilà, parce que la réalité, elle est là, c'est que nous devons chacun de maîtriser nos frontières, car si nous ne le faisons pas, eh bien nous nous retrouvons avec des points de fixation qui deviennent des sujets de tension entre nations qui sont traditionnellement et historiquement des alliés. Et pour conclure sur votre stratégie, Marine Le Pen, certains vous contestent la normalisation, les langues se délient affirmant que vous n'êtes plus disruptif, transgressif, bref, que votre ressort est usé et cassé. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Mais je leur réponds que je me prépare à gagner la présidentielle et que par conséquent, je m'oblige à présenter des propositions qui soient applicables dès mon arrivée au pouvoir. Je ne suis pas dans une candidature de témoignage. La caractéristique d'une candidature de témoignage, c'est qu'on ne s'intéresse pas trop de savoir si les mesures que l'on propose sont applicables ou ne sont pas applicables. Moi, je veux que juridiquement et politiquement, elles soient applicables parce que c'est ce qu'attendent les Français. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir répondu à l'invitation d'Europe Matin. Merci à vous, bonne journée. Merci à Sonia Mabrouk et Mathieu Bock-Côté pour vos questions.